Bonjour, madame, monsieur, bienvenue à Canal Presse. Heureux de vous savoir très nombreux devant votre petit écran. Une semaine marquée par plusieurs décès de hautes personnalités du fait de la Covid-19. Et du coup, on s'interroge sur la réaction du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va confiner suite à ce qui s'est passé cette semaine avec un nombre très élevé de contagions constatés par le ministère de la Santé publique? À suivre également cette semaine avec une autre actualité qui a donc défrayé la chronique, c'est le SDF avec des batailles par médias interposés des personnalités, Nietzsche et Joshua aussi. Que doit-on comprendre de cette bataille au sein du SDF? En tout cas, le secrétaire général du SDF, lui, a sifflé la fin de récréation, recadrant ici les deux personnalités qui s'attaquent pour lui. Selon le secrétaire général, il s'agit ni plus ni moins d'une bataille visant à déstabiliser, à déteindre l'image du SDF. On évoquera également une autre actualité, toujours cette semaine avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique, qui sera l'invité supplémentaire. Il viendra nous parler du plan triennal jeune. Il parlera également du Conseil national de la jeunesse et la jeunesse du Cameroun avec le président en poste arrivé en fin de mandat. Madame, monsieur, merci de rester coaché. Merci également de regarder ce programme où également on ouvrira une grosse fenêtre sur l'ancien directeur général de la CRTV, le professeur Gervais Mendozé, qui, après plusieurs années de maladie, se retrouvant à l'hôpital central, on a suivi cette semaine qu'il aurait accordé une grâce présidentielle, un décret qui jusqu'ici reste introuvable. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, retour sur le plateau pour accueillir les invités qui nous font l'honneur de venir à cette émission dominicale. C'est la première fois, c'est la première dame sur ce plateau, Odile Yogo, qui est présidente départementale pour l'Oyon-Okele du CRAC. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'inviter un petit pousset sur un si grand plateau. C'est vrai, je suis la représentante du CRAC, le CRAC de Bernard Ndjonga. Et CRAC, c'est croire au Cameroun, believe in Cameroun. Donc Bernard Ndjonga, qui était le père des paysans, qui était le père des boulangeries vert jaune. Bernard Ndjonga qui s'est battu pour l'importation du poulet congelé, qui a sorti les tracteurs de la brousse. Bernard Ndjonga qui s'est battu pour que le riz de Yago soit sur nos tables. Nous l'avons accompagné il y a exactement 8 jours dans son champ. Et je pense que de là où il nous regarde, il doit se dire, j'ai titré, je continue. Et nous lui disons, la lutte a continué, nous continuons. Voilà, merci à vous, que son âme repose en paix. Les obsèques ont eu lieu il y a déjà une semaine. Oui, à Bangui, tout s'est tellement bien passé. C'est parce que, de toute façon, il ne faut pas désespérer dans la vie, vous savez. Parce que Bernard Ndjonga, de son vivant, n'a pas été écouté ni soutenu à sa juste valeur, mais les honneurs de la République lui ont été rendus. Et quand la patrie est reconnaissante, on se dit quand même qu'il s'est battu pour rien. Le seul combat que Bernard Ndjonga n'a pas mené et qu'il aurait voulu mener, c'est dans le volet politique. Mais nous lui avons dit que le CRAC ne périra pas et nous sommes sûrs que nous nous battrons pour que, comme tous les autres combats que lui il a gagnés, que nous gagnions celui du volet politique. Merci à vous, Odile Yogo, pour avoir accepté notre invitation. Deuxième invité sur ce plateau, un habitué du plateau de Canal Presse. Il est enseignant d'université, politologue. Il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau pour le compte des communicants du RDPC. C'est le professeur Aboya Manassé. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour, Boba. Bonjour à tous les téléspectateurs nombreux de Canal Presse. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le RDPC était en fait cette semaine une fête célébrée dans la sobriété totale. Contexte Covid-19 oblige. Beaucoup plus, le RDPC commémorait le 36e anniversaire de sa création le 24 mars. Et donc, cette fois-ci, comme l'année dernière, le parti a décidé de
de fêter dans une sorte de manifestation in vitro, c'est-à-dire que pas de manifestation publique, mais davantage beaucoup de réflexion et de mobilisation dans le combat contre le coronavirus. Mais, et beaucoup plus également, l'accent a été mis sur l'encouragement des militants qui sont déployés sur le territoire national dans l'ancrage du sommier politique, dans le différent quadrillage qui est celui du RDPC dans les 4 coins du Cameroun. Merci à vous également, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Troisième invité sur ce plateau, c'est un analyste politique qui vient de soutenir d'ailleurs brillamment son doctorat, son PhD. Merci d'avoir accepté notre invitation. David Eboutou, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, merci de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur un plateau si riche. Mes salutations les plus distinguées à tous qui nous regardent en ce dimanche qui consacre la fête des Rameaux chez les chrétiens. Donc bonne fête des Rameaux également chez les chrétiens et merci à tous. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille avec cette actualité cette semaine des personnalités de la scène politique et même d'autres de la société civile avec cette Covid-19 ont tiré leur révérence. Je pense notamment à Paul-Éric Kingé. Que de mal cette pandémie nous aura fait. On aura eu l'impression que cette pandémie est venue spécialement pour notre pays, pour nous rappeler un certain nombre de grosses figures qui auront marqué la scène. Parce que si nous traversons la semaine, on peut rentrer en arrière pour citer ces monuments que la pandémie du Covid-19 nous a arrachés, Manu Dibango et bien d'autres. Cette semaine, oui, vous parlez de cette figure politique assez imminente. Vous parlez du maire de Njombe Penja, Paul-Éric Kingé, dont l'annonce de la disparition a surpris tout le monde. C'est une grosse perte aujourd'hui et on en veut à cette pandémie et on se demande, bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. À côté de lui, il y a eu le départ brusque également de l'humoriste Wak Foguin, que vous avez certainement dû connaître, que beaucoup de Camerounais connaissent également, monsieur n'importe qui. C'est par là c'est comme cela qu'on les définissait dans l'opinion publique, qui est également parti. Je crois que l'urgence de plus en plus s'impose. L'urgence à penser cette pandémie, penser dans le fond, dans les procédés, dans les mécaniques et dans l'ingénierie qui sont mobilisés ça et là par les membres du gouvernement pour effectivement atténuer les dégâts, les conséquences de cette pandémie dans notre pays. Parce que, quoi qu'on en dise, quand on marche quand même, quand on voyage, on a l'impression que beaucoup de compatriotes n'ont pas encore suffisamment pris conscience de ce que cette pandémie-là est mortifère, qu'elle cause des dégâts. Allez-y dans les villes périphériques, vous remarquerez que cette histoire-là, en termes de pédagogie, en termes d'approche, qui sont mobilisés par la gouvernance de Yaoundé, cette approche-là n'est pas toujours reçue dans les zones périphériques et je crois que de plus en plus la communication devrait s'étendre là, dans ces côtés-là, dans ces localités-là, pour que tout le monde prenne conscience que cette pandémie est réelle, elle existe et qu'aujourd'hui ce qu'on nous présente en termes de mesures de prévention, que nous les respections, mesures barrières, etc., lavage des mains, port du masque. Je crois que pour le moment, puisqu'il n'y a pas une thérapeutique, on parle d'un vaccin qui lui-même est problématique, on pourrait donc commencer par là pour freiner justement l'avancée de cette pandémie qui a véritablement fait de mal au Cameroun. Et aujourd'hui, on continue de pleurer nos morts et c'est l'occasion pour moi, pour sortir, de m'incliner devant toutes ces personnalités-là, précisément, et notamment devant Paul-Éric Kingé, que j'ai particulièrement connu. Je voudrais lui souhaiter une bonne traversée de la terre de nos ancêtres. Merci à vous. Quatrième invité, c'est un maire, un chef traditionnel dans le Yon-Okele, Célestin Bizigi, par ailleurs homme politique, président du PAL, président honorable, on va dire pas honorable, mais Sa Majesté. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour à tous les téléspectateurs qui vont passer quelques instants à nous suivre. Je pense que à la suite de ce qui a été dit, cette semaine aura été
une vraie calamité pour nous les Camerounais, notamment par rapport à ceux qui sont partis. Parce que lorsqu'on met l'un à la suite de l'autre, le nom de Njonga, le nom de Paul King, et on se dit, mon Dieu, est-ce que le sol ne s'ouvre pas sous nos pieds? Là, parmi les gens qui sont partis, il y a certes Paul King, parce que lui, c'est d'une générosité extraordinaire dont il était pareil. Mais à côté de ça, il y a aussi l'ex-maire de Monatélé, l'homme Chalamessi. Il a été maire pendant 24 ans. Il est parti il y a à peu près il y a un peu plus d'un an, et je déplore le fait que sa disparition ne se soit pas faite de manière tout à fait ordinaire. Il n'est pas mort de Covid, mais en vérité, c'est parce que à certains égards ou à certains moments, certains ne tiennent pas compte de la fragilité humaine. Un être humain est fragile. Un acte posé à l'encontre d'un être humain peut entraîner quelque temps plus tard des conséquences létales comme celle-là. Parce que, si je le dis, nous étions engagés dans le combat politique, la compétition politique avec l'Oumia Chalamessi. Et ça n'a pas été très facile pour lui. C'est des choses internes au RDPC. Il a été déchu de la tête de liste aux élections municipales de Monatélé, mais les choses ne se sont pas arrêtées là, malheureusement. Après, lorsque nous avons été pour élire le conseil, pour élire l'exécutif communal, à cette occasion, bien que mon parti n'ait glané que 5 sièges, j'ai été élu premier adjoint maître Monatélé. Vous savez que la majorité du conseil s'est portée sur la liste que j'ai présentée. Malheureusement, cela a donné lieu à un contre-choc qui a touché Chalamessi au prétexte ou motif pris que c'est lui qui aurait permis que je sois élu premier adjoint au maire. Alors on s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, puisque le vote est secret. Elle dit comment le vote d'un seul conseil municipal, parce qu'il n'y avait que son vote, peut avoir déterminé mon élection. Et d'autant plus que j'étais sur ma liste avec une dame. Et c'est les conséquences, après, quand je parle de fragilité, qui sont absolument hors de toute compréhension. Parce que quelque temps après, il sera convoqué au conseil de discipline et il sera sanctionné. Et la sanction extrême, un membre du comité central, ancien ministre, ancien maire, il sera exclu du RDPC pour avoir permis que l'OPAL ait un adjoint maire après toutes ces années. Alors, je suis allé le voir lorsque cette sanction est tombée, parce qu'à mon avis, nous sommes voisins. Et quand il m'accueille, il me dit mon oncle, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la politique. Là, on vient de m'exclure parce qu'on m'accuse de t'avoir soutenu pour que tu sois adjoint maire. Je lui ai dit, je ne comprends pas parce que, autant que je sache, je n'ai jamais rien reçu du régime en place. Je n'en demande pas tant que ça. Pourtant, il y avait les villes mortes. Nous nous sommes activés et nous en sommes sortis. Avec le maire Ayatou, nous n'avons rien réclamé après, nous n'avons rien reçu. Nous sommes arrivés en 1997, après le boycott des élections par l'UDC, l'UNDP, le SIF. Et après, nous avons travaillé à l'élaboration de la plateforme UNDP, RDPC. Les choses sont revenues à la normale. Nous n'avons rien reçu, les choses ont continué. Ensuite, nous sommes allés à les dernières élections présidentielles. Moi, je suis sur ce plateau à plusieurs reprises, défendre le candidat du RDPC. Alors, quand on en arrive à ce que, parce qu'on soupçonne quelqu'un d'avoir soutenu un candidat du PAL au point de l'exclure du parti, je me suis dit, comment ça s'appelle ça? Est-ce que c'est de l'ingratitude? Est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que c'est la haine? D'autant plus que, ça je tiens vraiment à insister dessus, la décision qui exclut M. Chalamessi de l'IRDPC, pour ce motif-là, et ce n'est pas lui seul qui a été exclu, c'est l'autre dame, une dame aussi de l'IRDPC, conseil municipal, à son 3e mandat. Cette décision était signée du président national du RDPC. Alors j'étais vraiment troublé, j'ai dit, mais alors c'est tout ce que nous recevons en retour, avec tout ce que nous avons fait pour le candidat, ce candidat du RDPC depuis des décennies. Alors j'ai dit, il faudrait qu'on apprenne à faire la politique autrement, et tout au moins qu'on le fasse de manière moderne, parce qu'on va certainement revenir dessus dans la suite de notre propos. Il faudrait que nous modernisions
le jeu politique dans notre pays, parce que quelqu'un, parce qu'il a vu le RDPC avait 40%, j'avais 40%, 40 forts, 40 faibles, mais 40%, et il a cru que de manière républicaine, il était normal que nous soyons à l'exécutif communal, qu'il ait pris une telle décision et qu'il soit sanctionné de cette manière, veut dire qu'il y a une marque d'ensauvagement de notre logique politique. Il faut qu'on en sorte de là. Et je dis à Tchala, où il se trouve, vraiment mon neveu, tu as mené le bon combat, et repose en paix. J'ai tenu à venir te rendre hommage, je dis que tu es un héros camerounais, et repose en paix. Merci à vous, Sa Majesté, 5e et dernier invité sur ce plateau, Denis Kemlemo, qui est le secrétaire national à la communication du SDF. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour panélistes, bonjour téléspectateurs nombreux de Canal Presse. Merci à vous. C'est un mot sur cette actualité qui concerne la Covid-19. Est-ce que, avec tout ce qui se passe depuis le début de cette semaine, pourrons-nous envisager un reconfinement comme ça se passe ailleurs? Je crois que ça serait très très souhaitable, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la manière avec laquelle le gouvernement de ce pays est en train de gérer le Covid n'est pas bonne. Et je veux donner la responsabilité aussi aux citoyens parce que quand tu parles avec beaucoup de gens, ils disent qu'ils ne croient même pas à la Covid. Et je parle avec Amertoum parce que le SDF, mon parti, est l'une des associations au Cameroun victimes de Covid. On a perdu beaucoup de grosses têtes dans le SDF. À cause de ce Covid, mon bureau est situé pas loin de l'hôpital spécial pour le cas Covid, dans le secrétariat du SDF orlézois. À partir de mon bureau de fenêtre, je vois ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bon. Donc il faut que le Camerounais prenne conscience. C'est une maladie très sérieuse et le gouvernement doit faire plus. Merci à vous. La recrudescence du nombre de décès de suite du Covid-19 a donc poussé les autorités administratives de prendre des décisions fortes dans le centre, notamment comme dans le littoral. Précisément, le gouverneur du centre a interdit les manifestations à caractère festif. Ce qui s'achemine-t-on donc à un nouveau couvre-feu, vers un nouveau couvre-feu pour contenir la propagation de cette maladie. Élément de réponse dans ce reportage que signent Alain Gislain Kanga, Constant Kamga et Michel Foucault. Tout est parti de la sortie du Premier ministre qui rappelait la nécessité de respecter scrupuleusement les restrictions du gouvernement en mettant l'accent sur les sanctions à l'endroit des réfractaires. Dans la région du centre, le gouverneur n'a pas tardé à agir. Suite à la recrudescence de la Covid-19 et au nombre élevé des décès depuis peu, les manifestations à caractère festif sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans la région du centre. Décision appliquée de suite par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, qui interdit le concert de l'artiste Petit Pays, prévu le 26 mars. L'Ordre national des médecins, lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Yaoundé, espère mieux de l'État. Aux autorités de revenir peut-être aux mesures de l'année dernière, à savoir même la fermeture des bars. Fermeture des bars et des cabarets, on n'en est pas encore là. Mais les heures de fermeture doivent être respectées. Les boîtes de nuit, les snacks et les bars ne sont pas fermés. Mais ils doivent respecter les heures de fermeture. Un. Deuxième chose, on ne doit pas, les bars, ce n'est pas pour danser. Je vois les gens dire bar dancing. Bar dancing, ça ne doit pas exister. Les bars, c'est les bars. On boit là-bas et on est assis. On respecte la distanciation. Chacun boit sa bière. La mesure s'étend également dans les églises. D'ailleurs, dans les églises, il faut porter les masques. Il faut se laver les mains et que un mètre soit respecté. Comme ça,
ça va aller. Le respect des restrictions du gouvernement est donc une obligation pour éviter une forte propagation du virus, à défaut de passer à une étape supérieure. Voilà, avant d'ouvrir avec les thématiques consacrées à ce débat, notamment sur ce qu'on peut appeler désormais l'affaire Mendozé et la bataille au sein du SDF, une information qui tombe sur notre téléscripteur à l'instant avec le concours, la collaboration de notre correspondant permanent du côté de Maroua, Aminou, qui nous envoie ces images dans la nuit du 27-28 mars aux environs 19h dans le village d'Abanga. Logon Birni, situé sur la nationale axe Ouaza nationale numéro 1, Kousseri, attaque du camp de Bir et population par Boko Haram, lourdement armée, à bord de plusieurs véhicules et motos, population en débandade. On peut saluer également la prompte intervention et réaction de nos forces, nos éléments de défense, notamment le bataillon d'intervention rapide le Bir, et qui a poussé l'ennemi, qui a mis l'ennemi en difficulté avec un bilan côté ami, un militaire qui est donc tombé et des camions retenus, environ 5 camions de Boko Haram, 3 boutiques brûlées, la brigade endommagée au niveau de contact démarrage ennemi, 3 Boko Haram neutralisés par les forces de maintien de défense. Plusieurs hors-tout-corps de Boko Haram emportés et blessés en fuite. On parle exactement de 5 véhicules, dont 4 pick-up retenu des mains de Boko Haram. Merci à Minou pour ces images qui nous viennent du côté de la partie septentrionale du pays, notamment à Dabanga, avec cette attaque de Boko Haram. On ouvre notre débat avec cette semaine la réaction d'abord du secrétaire général du SDF sur cette bataille au sein du Social Democratic Front, le SDF. Eh bien, le secrétaire général du SDF, les 2 personnalités, tous 2 députés dans la région du littoral, se battent par médias interposés. Que se passe-t-il? De quoi s'agit-il exactement? S'agit-il d'une succession ouverte à la tête du SDF, surtout quand on sait que le chairman Nidjon Fundi, lors d'une récente sortie, avait déclaré qu'il ne se présenterait plus à une élection au Cameroun. Nous avons l'honneur d'avoir le responsable, secrétaire national en charge de la communication du SDF sur ce plateau. Denis, le SDF, on peut dire que c'est la bataille à la succession du chairman qui a commencé au sein du SDF avec ce qu'on a vu ces 2 dernières semaines. Je ne peux pas dire que c'est la bataille de succession parce que je crois que les 2 calibres, les 2 très grands hommes politiques du SDF, l'honorable Nietzsche, président régional du SDF littoral, et l'honorable aussi, premier vice-président national du SDF, connaissent bien la procédure pour la succession du chairman. Ils connaissent bien que ça ne peut pas passer par là. On ne peut pas croire que c'est ça le problème, la succession. Les textes de succession, d'élection d'un président national sont clairs. Ce n'est pas dans les médias qu'on élit un président national. Donc je ne peux pas dire que c'est la bataille de succession. Alors, vous parlez des textes, que disent les textes du SDF quand on sait que cette semaine, la semaine dernière, pour être tout à fait précis, le week-end, avec Joshua aussi, qui a été banni. On a vu la région lui appliquer le 8-2, l'excluant ainsi du parti. Est-ce que cette décision est conforme au texte du SDF? Un membre du NEC peut-il être expulsé du parti par une instance inférieure?
Vous savez, c'est un peu malheureux que ce débat interne se porte dans le lieu public, dans les médias, dans la presse. Parce que la presse n'a jamais été un des organes du SDF. Et le grand public n'a jamais été l'arbitre dans les débats internes du SDF. Donc c'était malheureux. Pour répondre à ta question très précisément, je ne suis pas à la position d'apprécier ce qui s'est passé à Douala. Il y a des instances du SDF qui peuvent bien apprécier ça. Ce qui est sûr est que le dossier va arriver au NEC à travers le secrétaire général du parti. Parce que tout contentieux au niveau inférieur du parti arrive toujours au NEC à travers ce canal. Et là, le NEC va apprécier. Et je ne suis pas l'un des conseillers juridiques du SDF pour donner une appréciation juridique de ce qui s'est passé à Douala. Même si j'étais un avocat conseiller juridique du SDF, le lieu n'est pas indiqué pour lui de venir faire cette appréciation. Quand le dossier va arriver, on va coter le dossier au le conseil juridique SDF national. Ils vont apprécier ça en conformité avec le texte et ils vont orienter le NEC comment on va gérer ce problème. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas un conseil juridique du SDF qui va venir sur le plateau apprécier ça. Il y a les instances du parti qui vont apprécier ça et dès que la décision sera prise, c'est là où on va venir à la presse. Alors David Eboutou, en tant qu'analyste politique, quel regard jetez-vous sur cette affaire qui surgit au lendemain de la déclaration du chairman de ne plus postuler à une élection au Cameroun? Ce que notre ami dit malheureusement ne peut pas rentrer dans l'exclusion quand on mobilise un certain nombre de données pour analyser ce qui arrive au SDF. Parce que cela arrive dans un contexte précis et une conjoncture particulière. Et la conjoncture et le contexte ici, c'est que le chairman Nitchon Frondi a décidé de ne plus briguer un mandat à la tête de son parti. Donc ça, c'est une donnée inévitable dans l'analyse des faits. Et maintenant, d'autres données, c'est que le SDF vit quand même un drame assez fort depuis les années 92. C'est un parti qui a été frappé par une corrosion quand même terrible, qui a vu partir ses cadres, qui a vu l'aura qu'il avait dans le temps s'époumoner au fur et à mesure que les mandats s'enchaînent. Peut-être par le manque de vitalité politique qui a souvent autrefois animé ce parti politique-là et qui aujourd'hui se retrouve à déplacer le champ des batailles qui devrait, justement, comme il dit, se retrouver à l'interne du parti, muter dans les médias. Mais en même temps, l'autre indicateur étant que les deux acteurs qui sont mis en scène aujourd'hui, à savoir les honorables Nietzsche et aussi, sont des personnalités au tempérament quand même différent d'un point de vue idéologique. C'est-à-dire que le SDF, qui est un parti de gauche, de centre-gauche, est plus dans sa tendance fédérale proche, en fait, celui qui respecte cette tendance fédérale est plus Joshua Oti, qui davantage est resté dans cette vision-là, une vision fédérale, une vision beaucoup plus centriste et une vision qui est proche des institutions. C'est que d'autres tendances, notamment la tendance contestataire, portée notamment par Nietzsche, souvent taxée de tendance contestataire et populiste de Nietzsche, n'a pas toujours supporté. Et donc, cette façon de tenser Joshua par Nietzsche peut également s'inscrire dans une logique qui veut que, comme la succession est engagée, malheureusement on ne peut pas exclure cette donnée-là, comme j'ai dit tantôt, les deux acteurs, ou alors celui qui a été le premier à lancer cette bataille au sein de l'opinion publique, à savoir l'honorable Nietzsche, qui lui aujourd'hui est proche des tendances populistes et contestataires de Douala. C'est-à-dire que quand on regarde sa base à Douala 3e, on voit très bien que même sa survie politique aujourd'hui repose sur le fait qu'il puise aujourd'hui vers des masses contestataires et séculaires de la ville de Douala. Et ces masses-là qui étaient davantage plus proches du parti MRC. Et qui, après le boycott,
des dernières élections-là, il s'est vu justement puiser dans ces masses-là. Et il faut très bien qu'il continue d'entretenir cette masse électorale-là, cet électorat-là, comme une espèce de clientèle qui peut, le moment venu, lui permettre de faciliter son tremplin pour la prise de la tête du SDF. Donc, je pense qu'il est évident que les deux hommes aujourd'hui veulent se positionner comme des hégémons dans la course qui est ouverte et qui va continuer à s'ouvrir dans les prochains jours à travers justement un certain nombre de pics qu'ils vont se lancer. Et la vérité est que c'est celui qui va davantage manœuvrer au plan interne qui pourra se positionner. Et on voit très bien que celui aujourd'hui qui essaye de manœuvrer avec beaucoup plus de tact à travers des lobbies internes, c'est Joshua aussi, contrairement à un Niché qui est beaucoup plus fougueux et qui pense que malheureusement l'arène politique peut être transportée et dans les médias, et cette arène politique-là peut lui être bénéfique un peu plus tard. Donc voilà un peu le premier jet que je peux. Alors, professeur Aboya Manassé, que dites-vous à ceux qui estiment que le SDF a abusivement fait utilisation de son 8-2, a mis à l'écart beaucoup de pontes de ce parti, et maintenant les seuls qui restent, les grosses têtes notamment, à savoir Joshua aussi et Nietzsche, les deux grosses têtes, sachant surtout que Joshua reste le premier vice-président en pole position, et les deux se livrent une bataille infernale pour forcément écarter l'un au poste du président de ce parti. Le SDF est un parti extrêmement complexe. Donc on ne peut pas analyser le SDF dans ces faits d'armes qui sont légers par rapport à la capacité du SDF à contrôler la machine. Et n'oubliez pas que le SDF n'aime pas justement les gens qui font le bruit. Et depuis 1990, on a vu que le SDF a réussi à mettre de côté beaucoup de fortes têtes sur le plan médiatique. Que sur le plan interne, le SDF n'est vacillé. Je pense que ce qui se joue ici est un problème d'animosité entre les deux hommes, qui n'a rien à voir avec la prise du parti. Les deux hommes se détestent, les deux hommes sont dans la même circonscription. Les deux hommes ne s'aiment pas, c'est un secteur de polichinelle. Mais la bataille dont vous faites allusion, elle est prévue pour 2023. On ne peut pas entrevoir et succéder à Froundi en 2021, alors que le Congrès annoncé, c'est en 2023. Et les deux, Froundi n'a pas dit qu'il va se retirer de la scène politique. Froundi a dit qu'il va toujours continuer à avoir un droit de regard. C'est-à-dire que quand vous regardez les manœuvres internes, j'ai quand même un peu d'entrée dans ce parti. Je pense que Froundi aimerait faire comme John Kufoncha, quand il était au KNDP, quand il est venu à Yaoundé, il s'est fait élire President of Life, c'est-à-dire que président à vie, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un droit de regard sur le parti. Rien ne vous dit que même parti, Froundi n'aura pas la même mise sur le parti et continuer à piloter. Il sait des deux candidats quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Et vous savez que Froundi a aujourd'hui un projet de restructuration du SDF avant son départ qui lui permettra d'injecter certaines couches, notamment les couches minoritaires, comme les minorités de Bimbia dans le FACO. Il aime bien les gens d'Indian. Mais l'avantage avec Froundi, c'est qu'en réalité, lui, il voit sa configuration du parti davantage ancrée dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je ne vois pas John Froundi en train de laisser le parti migrer des régions anglophones qui ont toujours constitué sa base vers la région francophone. Donc, les dés ne sont pas encore joués. Et je ne pense même pas que ce soit ou de Nietzsche ou de Joshua, celui qui succédera à John Froundi. Parce que les deux candidats, les deux prétendants présumés par la presse ne sont pas forcément dans la caricature de Froundi. Froundi reproche à Joshua d'être, c'est son défaut d'ailleurs, d'être élitiste, d'être un aristo. Tu ne peux pas être aristo et être président du SDF. Et tu ne peux pas être populiste dans la région francophone et être président du SDF. Donc il faut comprendre que
chacun des deux candidats a son avantage et ses faiblesses. Joshua, c'est un technocrate, c'est un aristote, c'est quelqu'un qui ne va pas aller dans la rue. Joshua, c'est quelqu'un qui fait la politique de manière moderne. Moderne. Je ne dirais pas moderne. Vous savez, c'est un savoir, les savoirs élégant. Bon, je ne voulais pas le dire. Et donc, avoir ce profil-là et diriger le SDF, c'est difficile parce que le SDF a toujours tenu parce qu'il contrôle les masses fanatisées, les masses qui ne réfléchissent pas avant d'entrer dans l'action. Et c'est pour cela que quand on enlève Charlie Gabriel-Bok, rien ne se passe. Quand on enlève Siga Assanga, rien ne se passe parce qu'il maintient la base. Même la fronde des francophones, vous vous souvenez, de Jean-Pierre Choua, Samuel Tchenko, Fopossif, ça n'a rien changé à la vision du SDF parce que Frondi, tant qu'il tient la machine qui a pour base les masses désœuvrées, les chômeurs, les sauveteurs, c'est ça qui fait la force du SDF. Donc c'est un parti vraiment de centre-gauche, mais avec une connotation d'un extrême populisme que vous ne pouvez imaginer. Odile Yogo, vous voyez la complexité de ce parti de la même manière que le professeur Aboya Manassé? Bon, moi je commencerai par dire que la sagesse nous enseigne que quand la maison du voisin brûle, il ne faut pas s'asseoir pour allumer sa pipe. Donc normalement, je ne devrais pas me mêler des problèmes du SDF qui, d'ailleurs le SG l'a bien précisé, que ce sont des problèmes internes. Et ce qui se passe dans la maison du voisin peut se passer rapidement dans notre propre maison ou bien dans la maison de l'autre. Mais comme j'ai accepté cette invitation en sachant que ce sujet serait sur la table, je vais y intervenir, mais avec beaucoup de recul. Parce que, comme disait l'humoriste Coluche, quand quelque chose est fait à huis clos, ça veut dire qu'on n'y est pas, et donc aux journalistes à ne pas commenter là où ils n'étaient pas. Mais ce problème de SDF se pose aujourd'hui entre Joshua et Nietzsche. Je pense que c'est un problème de leadership qui se lève assez tôt, mais qui se lève aussi au moment où le chairman dit « je vais me retirer ». C'est-à-dire que le choix du chairman déjà pendant les élections présidentielles sur Joshua n'était pas accepté de tous. Ça a été contesté. La débâcle du SDF à la présidentielle n'a pas été une bonne chose pour le SDF. Mais maintenant, le chairman, lui, décide de partir, annonce de partir quand le bateau est en train de tanguer. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je ne suis pas en train de voir une scène comme le capitaine qui disait quand son bateau tanguait, on lui dit comment ça va à bord, il dit tout va bien à bord, le bateau coule. Donc le problème du SDF est assez délicat et comme ils auront un congrès en 2023, bon, mais qui continue à se batailler maintenant, d'ici là, peut-être que quelqu'un d'autre sortira du chapeau et c'est celui-là qui prendra le SDF. Alors, Sa Majesté, vous avez côtoyé le SDF, surtout pendant les années de Brest, années 90, notamment cette tripartite où vous étiez également un acteur majeur. Le SDF, après les élections de 92, qui a eu quasiment la majorité au niveau de l'Assemblée. Est-ce que le SDF aujourd'hui, 92, le SDF aujourd'hui... Ils avaient boycotté les législatives. Voilà, boycotté les législatives. Est-ce que le SDF aujourd'hui, avec notamment cette participation aux élections en 92, avec le chairman Nidjon Frondi, qui avait déclaré qu'il avait gagné ces élections, ce qui avait d'ailleurs plongé le pays dans un chaos total, d'où la réunion tripartite pour ramener les uns et les autres sur la table de négociation. Le SDF, Madame Yogo, parlait de la dernière élection présidentielle qui n'a pas eu un résultat honorable du fait de la non-participation du chairman Nidjon Frondi. Est-ce que le SDF est encore ce SDF du passé? En principe, en tant que président d'un parti politique, je ne devrais pas intervenir dans un débat interne dans un autre parti politique. D'autant plus que ces deux personnes sont des connaissances et je crois d'ailleurs que le problème se résume aujourd'hui à une affaire de personnes, et sans que cela ait réellement parlant une arrière
une arrière-pensée qui secoue les fondements du SDF. Je ne pense pas, je crois que c'est d'abord une question de personnes. Alors vraiment, je ne devrais pas intervenir dans les affaires internes de notre parti. Ceci étant, je peux quand même partager avec les Camerounais l'expérience que j'ai d'avoir côtoyé, observé le LCF depuis son origine jusqu'à ce jour. Lorsque, en 1991, oui, c'était en 1991, le chairman apparaît sur la scène politique. C'était en 91, je crois, ou 92. Tu dis 91, voilà. Lorsque le chairman apparaît, et je me souviens la première fois que les partis politiques se retrouvent, c'était comment dirais-je ça, à la chambre, ça s'appelle quoi? La maison des marins à Douala. La grande première réunion qu'on avait eue, le chairman était là, la coordination, le chairman était là, l'UPC était représenté par Dika Akwa, et en vérité, et l'UNDP était représenté par Ebois Samuel. À l'époque, c'était ces deux mouvements-là qui étaient les dynamiques fortes de la coordination. Et puis il est intervenu quelque chose de particulier, c'est que l'UPC a pratiquement volé en éclats du jour au lendemain parce qu'on avait soupçonné Dika Akwa d'acquaintance avec le président Biya. Et comme un pneu qui se perce, les foules qui jusque-là suivaient l'UPC se sont déportées sur le SDF. Donc, partir du foyer des marins à Douala pour arriver ici, à Yaoundé, au Lions Club, où il y avait eu cette fameuse scission de la coordination entre les modérés et les radicaux, il s'est passé un mouvement, quelque chose, vraiment un mouvement tectonique, qui s'est traduit plus tard par une forme d'éclatement de l'UPC. Et parce qu'à l'UPC, il faut le dire, on a souvent beaucoup de pudeur à le dire, il y avait deux branches. Il y avait l'UPC Bassa, il y avait l'UPC Bamileke. Vous êtes une bibliothèque, vous avez attendez, je vous dis, non, c'est important. Beaucoup de choses sur cette historique, mais moi je voulais quand même vous relancer justement par rapport j'y arrive là. À cette question sur le SDF, pour faire le parallèle justement sur la question de l'actualité qui est aux prises de grosses têtes au sein du SDF qui se livrent à une bataille par médias. Non, j'y arrive justement. Quand il y a eu cet éclatement, l'UPC Bamileke s'est déversé dans le SDF. Et le SDF s'est retrouvé être constitué par deux branches. Une branche animée par les irrédentistes anglophones et une branche de l'UPC Bamileke. Il faut le dire. Et c'est cette bataille-là qui se prolonge aujourd'hui. C'est-à-dire cet esprit de l'UPC Bamileke qui a revu jour dans le SDF. Quand à un moment donné, on regardait le SDF opérer, c'était exactement comme le SDF, l'UPC Bamileke opérait à l'époque. Sauf qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Entre-temps, le MRC est apparu. Et subrepticement, il a raflé cet électorat de l'UPC Bamileke. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous parlons du SDF, il faut voir qu'est-ce qu'il en reste. Parce que d'un côté, le MRC a raflé les restes de l'UPC Bamileke. Les ambasionnaires, là, ils ont, en sympathie tout au moins, raflé une part considérable de l'électorat anglophone, sympathisante et radicaux. Et quand on regarde les résultats que Oshi a fait aux élections présidentielles, la lecture est claire. C'est-à-dire que l'électorat massivement, antérieurement de l'UPC, que j'appelle l'UPC Bamileke, a déserté le SDF. L'électorat anglophone, que nous connaissions très bien, a également déserté
le SFDD, et aussi se retrouver tout à coup comme un prince nu. Et Nietzsche, qui est très politique, il dit non. Et Daniel Boutolo disait tout à l'heure, il faut au moins que je garde ce gisement électoral-là, qui est animé, qui est entretenu par ce que j'ai appelé l'UPC Bamileke. Il faut que les gens comprennent, il ne faut pas le prendre, il ne faut pas connoter cela négativement. Je parle des comportements, des comportements politiques. Alors, ce que Nietzsche essaie de faire, c'est de préserver cette espèce de flamme-là qui caractérise cet électorat-là. Mais malheureusement, ça lui pose problème parce que cet électorat a presque entièrement déménagé derrière Kamto. Alors, la bataille qui sont en train de se livrer, moi je dis, apparemment, ils doivent se disputer un sac qui est gonflé, mais qui est gonflé d'air. Ils doivent être en train, et qui est plutôt une espèce de ballon. Alors je dis, avec toute la considération que j'ai pour l'OSIF, qui a fait de grandes choses dans ce pays, qui est un parti politique que l'on peut respecter, mais qui, quand on analyse, moi j'ai beaucoup travaillé avec Songani, nous avons aussi travaillé avec Frundi pour signer, pour faire beaucoup de choses dans le passé. Quand j'analyse ce qui se passe, je trouve que c'est tout à fait regrettable. Maintenant, il y a d'un côté quelqu'un qui a une vision tout à fait tactique, d'un autre, on peut dire stratégique, il veut garder un électorat parce que s'il change, il va perdre cet électorat-là. D'un autre côté, on a un autre qui a une vision essentiellement politique, qui essaye d'entrer plutôt sur un espace plutôt recentré, où il croit pouvoir grappiner quelques voix, mais je ne pense pas qu'il trouvera quelque chose là-dedans parce que la plupart des gens sur lesquels il peut croire pouvoir compter auront déménagé pour aller ailleurs dans de nouveaux mouvements. Alors, cette guerre entre ces deux personnes, en vérité, les éloigne de la réflexion qu'ils doivent faire, parce qu'il faut mener une réflexion profonde pour comprendre exactement dans quel état est le SDF. Merci pour cette analyse sociologique, politique de la situation au sein du SDF. Et puis, il y a eu la réaction du secrétaire général du SDF visant à recadrer les uns et les autres à travers cette note que nous avons lue cette semaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la récréation au risque, bien sûr, si on se réfère à cette même note, des sanctions prévues pour ces différentes personnalités? La lettre que le secrétaire général, le sénateur Tsomel Ojan, a mis pour recadrer, c'est la lettre, c'est le parti, ce n'est pas lui. Le secrétaire général, c'est une institution dans le SDF, c'est le parti. C'est lui qui croit que c'est le secrétaire général, comme c'est Jean Tsumolo, il va voir ce que ça va lui arriver. C'est le parti qui a mis ça. Parce que quand vous lisez la lettre, il a précisé que en conformité avec mes attributions. C'est très important. Ça dit, je veux corriger un peu des choses. Chacun a droit à son opinion. C'est nous, à l'intérieur du SDF, qui connaissons le SDF. Parce que vous regardez le SDF de distance, mais nous sommes à l'intérieur. Moi, je vous dis que le SDF, d'abord, une petite correction, il ne faut pas adresser à Nietzsche comme candidat, aussi comme candidat, parce que les candidatures ne sont pas déclarées. Quelqu'un a bien dit ici, et c'est très vrai, le congrès national électif du SDF, c'est dans 2023. Parce que le dernier congrès qui nous a élu le membre de NEC était en février 2018. Donc, si quelqu'un croit qu'il est déjà candidat, alors qu'il y a encore 2021, nous sommes au début de 2020 en mars, il y a encore 2022, il y a encore 2023, et il croit que pour être un bon candidat, ça allait se bagarrer dans la presse. Je ne crois pas.
Donc c'est pour cela que je veux dire que je suis d'accord avec ce que c'est un problème entre des personnes. Ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas de... Contrairement à ce que les gens pensent, contrairement à ce que les gens voient de loin, il n'y a pas de bataille de factions dans le SDF. Je vous dis, la dernière NEC qu'on a eue ici à Yaoundé, ça fait seulement 2 semaines, était un des NEC les plus réussis. On est arrivé, il y avait vraiment des tensions, mais le NEC est sorti, la résolution de NEC qu'on a mis public, on a publié, 90% au moins des militants de SDF étaient très contents de ces résolutions. Je parle ici en tant que secrétaire national à la communication du SDF et que je suis comme un fenêtre pour les membres bases du SDF. C'était une élection très applaudie. Ce qui se passe, je dis que c'est peut-être, comme les autres disent, je suis d'accord, c'est plutôt un problème de personnes que de partis internes. Et il ne faut pas oublier, parce que j'ai vu l'analyse qu'on a fait, que ça date depuis 1991. Il faut savoir que l'honorable Joshua aussi et l'honorable Nietzsche étaient comme ça pendant les élections présidentielles. Ils voyageaient ensemble, ils ont allé en Europe ensemble pour voir le Cameroun et le diaspora. Ils étaient ensemble. Peut-être quelque chose s'est passé après. Donc on ne peut pas dire que c'est les 2 protagonistes de Bamileke, SDF et d'autres qui datent depuis 1991. Et je tiens à vous assurer, je tiens à vous assurer que le SDF a des structures très fortes. Ça, je peux vous le garantir. Les SDF ont des structures très fortes. Et c'est un parti complexe. Comme le professeur vient de dire, je suis d'accord avec lui que c'est un parti complexe parce que c'est un grand parti de masse. Il y a toutes sortes de pensées dedans. Et il y a toutes sortes de mouvements dedans. Et ce que vous voyez avec honorable Nietzsche, honorable aussi, c'est que se passe dans le parti. Vous ne savez pas parce que c'était interne. C'est parce qu'on a porté ça. Et c'est normal pour un grand parti fort. Les débats dans le SDF sont houleux. Le SDF, c'est un parti de fort débat. C'est comme ça. Le seul problème est que on a amené ça au lieu public, comme si il n'y a pas les structures appropriées du SDF pour porter ces débats. Ça va aller au NEC. Le NEC va statuer en conformité avec les règles du parti. Et c'est lui, je tiens à préciser, c'est lui qui n'est pas content de ce qui va arriver quand le parti va trancher. Il n'est qu'à chercher sa porte. Ou s'il ne cherche pas sa porte, on va constater l'auto-exclusion parce que beaucoup, contrairement à ce que dit que le 8-2 fait ceci, cela, beaucoup de gens qui n'aiment pas le débat interne, quand le parti tranche la majorité, parce que quand c'est trop fort, on passe par vote. Quand c'est tranché et tu continues à discuter comme si le débat n'est pas clos, on va vous montrer la porte. David, c'est clair. Après cette sortie du secrétaire général et surtout ces explications données par le secrétaire national à la communication, notamment sur les réactions des uns et des autres, des différents acteurs par rapport à cette crise, est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions extrêmes pour ceux qui vont continuer dans cette même mouvance, à continuer à s'attaquer par médias interposés? En principe, quand on s'en tient à ce que nous dit le secrétaire national à la communication du SDF, et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un débat de structure, contrairement à ce que dit le SG de la communication. Il faut bien savoir que le SDF a toujours fonctionné par tendance, cher ami. À l'intérieur du SDF, il y a toujours eu une tendance fédérale qui est venue notamment de Babanda, qui avait la base à Babanda, et une tendance contestataire. Les francophones qui ont allié le SDF pendant les villes mortes et autres là n'étaient pas forcément portés vers le fédéralisme.
c'était des gens portés vers la contestation, qui détestaient le pouvoir de Yaoundé et qui y sont allés en masse. Une ville comme Douala en était le nœud, le socle. Et aujourd'hui, je partage la fin, l'épilogue de l'analyse de Sa Majesté Bézigui. On a très bien vu qu'il y a aujourd'hui cet électorat-là qui foisonne et qui s'est retrouvé en masse derrière le MRC. Et c'est cet électorat-là aujourd'hui que l'honorable Nietzsche essaye de faire main basse pour justement continuer à exister politiquement. Parce que dites-vous très bien, et c'est une réalité qu'on peut démontrer politologiquement, c'est-à-dire que si le MRC avait renoncé à son hold-up électoral, comment on appelle ça, à son boycott aux dernières élections législatives et municipales et avait pris part à ces derniers scrutins-là, je crois fermement que cela aurait sonné le glas en termes de représentativité que le SDF a dans le littoral. On n'en parlerait plus de Joshua ou de Nietzsche comme député dans cette zone-là. Le MRC allait faire une razzia totale de ce côté-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens fondamentalement portés vers la contestation. Et le discours qu'on leur proposait était une forme de clientèle qui était Je ne savais pas que vous êtes un militant de MRC très convaincu. Pas du tout. C'est une analyse froide. Contrairement, c'est pas pourquoi. Je vois sur ce plateau, il n'est pas invité comme communicant du MRC. Je ne suis pas un analyste politique. Je suis donc en disant à l'ami que oui, je suis d'accord un peu à la fin quand on dit que cela peut avoir des relents de guerre entre personnes qui se détestent, mais vous-même, quelque part, vous donnez du grand amour dans ce que nous disons. Quand vous parlez de l'auto-exclusion, vous l'avez convoqué dans votre analyse tout à l'heure, cela veut dire que vous rejoignez quelque part Nietzsche, qui s'est réuni avec des groupuscules quelque part à Douala aujourd'hui, qui a dit, il y a quelque temps, qui a dit que voilà, le député Outi était en train de se mettre dans une position s'il vous plaît, mon ami et mon frère, il faut me comprendre. Quand je parle de auto-exclusion, j'ai dit que quand le débat est tranché, c'est-à-dire que quand le NEC va se prononcer, oui, quand c'est tranché, c'est tranché. Quand c'est tranché, c'est tranché. La position est bonne. Donc je sors donc en disant que j'espère qu'avec la sortie, et ça répond à votre question, quand le débat sera tranché avec la sortie du secrétaire général Jean Tchomolou, on espère qu'effectivement, on dira que ce débat-là était effectivement porté sur les personnes, que ce n'était pas un débat idéologique. Mais la réalité, c'est que ce débat-là arrive quand même dans une conjoncture qui est réelle. Le chairman vient de dire qu'il ne compte plus briguer un autre mandat à la tête de votre parti. Alors, et cette tête forte-là, aujourd'hui, essaye de manœuvrer ça et là pour continuer à exister politiquement. Et c'est normal. Alors, professeur Aboya, c'est quelles peuvent être les conséquences sur le plan idéologique, sur le plan social, des batailles qui ont cours au sein du SDF? Aucune conséquence. Vraiment aucune conséquence. Le SDF n'est pas ce qu'on voit là dans les médias. Et de deux, ce qu'on dit là que UPC va militer, ça n'existe pas. Ça existe, monsieur. Laissez-vous plaît. Laissez le professeur, je vous en prie. Laissez le professeur. Heureusement que je n'en suis pas un, professeur. Donc, je demande. Professeur, s'il vous plaît. Cette police des opinions. Professeur, s'il vous plaît, je vous permets de continuer votre analyse. La plupart de ceux qui ont liquidé les Bamileke à l'intérieur du SDF, c'est les Bamileke. Il y a des radicaux Bamileke dans le SDF plus que les anglophones. Vous faites très attention. Mais vous avez vu les différentes élections. Qui était contre les chrétiens tabétines, hein? Quand on a convoqué ce fameux congrès, où le Social Chronicle a mis Tabétien à la une, que Tabétien a été financé par Elf pour venir prendre le SDF. Mais je vous rappelle, ça ne sert à rien de citer les contemporains, ce sont ses propres frères de l'Ouest, justement, qui se sont retournés dans un radicalisme très compliqué. Et vous le savez. Mais vous croyez que quand vous voyez les élites de Bafoussam, là, le SDF gagne toujours à Bafoussam. Quels que soient les cas, ils gagnent toujours à Bafoussam. Ils ont toujours été très forts à Bafoussam. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Les uns et les autres doivent mettre à l'évidence, doivent prendre en compte le fait que le SDF s'intéresse aux masses défavorisées.
C'est son électorat de prédilection. Le SDF s'en fout des élites. Les élites n'ont pas un mot, voire le dernier mot dans la marche du SDF. Et c'est pour cela que le seul problème du SDF demeure la crise anglophone. Et la guerre qui a déstructuré sa base légale, qui a généré tous les problèmes. Vous vous souvenez bien, quand il y a eu le problème, Jean-Pierre Chouat a compté. Et quand Frondi a tranché pour qu'Akonte soit questeur, Chouat a estimé que non, les francophones n'ont pas leur place à l'intérieur du SDF. Mais la vérité, c'était quoi? La vérité, c'était que Akonte était le président des vanguards. Et qui connaît le SDF, c'est ce qu'on appelle les vanguards. Et de deux, Akonte était le provincial du SDF dans le Nord-Ouest, un homme extrêmement populaire. Donc le SDF aime les hommes populaires. Le SDF aime les hommes qui s'identifient à la base. Et si vous pouvez mobiliser, vous êtes un bon militant du SDF. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention de tribaliser. Quand vous tribalisez, ça... S'il vous plaît, ça faut terminer. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Quand vous tribalisez, ça fausse tout. Sinon, non, je suis d'accord avec Prof. S'il vous plaît, je suis d'accord avec laissez. Mais on ne peut pas parler de tribalisme. Monsieur Denis, s'il vous plaît, vous allez laisser le poste chuter. Et si vous voulez dire quelque chose à sa suite, vous allez parler. Majesté, allez-y. Non, il ne vous a pas empêché de parler. Moi, je vous donne la parole. Chutez. Chutez. Je ne sais pas. Laissez. J'ai l'impression que vous voulez absolument dire un mot à Sa Majesté. Donc, terminez votre propos. Je donne la parole à la Majesté. D'accord, ok. Avant de donner... Je ne veux pas avec les majestés. D'accord. Avant de donner la parole à Sa Majesté, deux dernières réactions sur cette thématique. D'abord, la vôtre, ensuite on va terminer. Quand je vous écoute parler, moi je souris parce que nous sommes sur un plateau où il y a un responsable du SDF qui nous a clairement dit la situation du SDF et qui a dit qu'elle était interne. Bon, je peux encore écouter, c'est pas une parole d'évangile, mais je peux encore tolérer que M. Eboutou, qui est analyste, qui n'a pas de coloration politique visuelle, bon, qui commente un peu, mais que les autres partis... On lui a collé l'étiquette MRC. Oui, après les propos qu'il disait, parce qu'il n'a même pas retenu que le M. Kemlomo disait qu'il y a auto-exclusion quand on ne respecte pas les règles du SDF. Il n'a pas dit qu'on auto-exclut comme ça. Donc, que celui soit un analyste qui le dise et qui continue. Voilà, il vous a... Non, mais il ne vous a pas balancé, mais il vous a rappelé qu'il a dit sous un certain contexte. Parce qu'il faut faire attention, les téléspectateurs nous regardent. Et ce qu'on dit coûte. C'est pour ça que nous, par exemple, au CRAC, nous avons notre slogan « Osons ensemble, le peuple d'abord, le peuple toujours ». Parce que quand vous parlez du peuple, il vous écoute. Mais quand, par exemple, un représentant ou du PADEC ou du SDF se met à décortiquer le SDF devant un responsable du SDF, comme s'il était en interne, moi j'aimerais bien qu'ils nous décortiquent leur parti, comme ils sont en train... Le SDF et le RDP sont plutôt d'accord sur ce plateau, vous l'avez remarqué. Non, ils ne sont pas d'accord du tout. Moi je pense pas, non. On peut être d'accord sur certains points, dire que oui, ce n'est pas le tribalisme, mais je pense quand même que d'entrer dans la maison de quelqu'un d'autre et de commencer à déplacer ses chaises, ses tables et autres, je trouve que... qui se base sur des faits réels que tout le monde peut vérifier. Non, mais quand on dit Bamileke, SDF, quand on dit Bamileke, SDF, ça veut dire quoi? D'accord, s'il vous plaît. Jusqu'à preuve du contraire, Sa Majesté Célestin Bédigui est sur ce plateau. On va pas lui coller. Je vous en prie, on va pas coller un procès gratuit comme ça à Sa Majesté qui est là, qui va peut-être encore préciser ça passe. Et puis c'est une majesté, donc coupable de crime de lèse-majesté. Je voulais rappeler à Mme Padek, à Mme Yogo, que je suis président du PAL, pas du PADEC. Du PAL, excusez-moi, oui, mais monsieur, je vous rappelle que nous nous sommes retrouvés au tribunal administratif lors des élections municipales où vous avez failli en venir aux mains avec l'avocat du RDPC. Donc j'étais là, moi j'étais pour le... Il a failli en venir aux mains. Mais lui me a dit aussi qu'il a soutenu le RDPC, non? Après, ils se sont retrouvés au tribunal administratif. Non, mais je voulais dire que je le connais quand même un peu. D'accord, mais en tout cas, l'information est passée. Merci. Je connais quand même un peu. Ça va, je vais revenir sur le sujet. Voilà, nous utilisons certains termes
comme des catégories d'analyse. Maintenant, s'il vient à l'esprit de certains de vouloir les disqualifier pour pouvoir se fermer les yeux à l'analyse objective, libre à eux. Nous parlons de catégories d'analyse. Et si je parle de l'UPC Bamileke, c'est une catégorie d'analyse. Si je parle de l'UPC Bassa, c'est une catégorie d'analyse. Ce n'est pas la tribu en tant que telle. La preuve, c'est que vous avez des Bamileke qui sont dans le RDPC. Mais il y a une certaine culture politique qui caractérisait l'UPC Bamileke à l'époque et qu'on a retrouvé ou qui a été transféré avec un certain électorat au SIF à un moment donné. J'étais à l'intérieur de la coordination et nous avons fait beaucoup de choses ensemble avec les différents secrétaires généraux. Alors je disais que nous sommes sur cette table. Si on devait considérer que le point de vue donné par monsieur le secrétaire de la communication du SIF et celui qui devait prévaloir, on ne devrait donc pas inscrire le sujet au débat. Et quand j'ai pris la parole, j'ai dit, je me suis excusé du fait que je ne devrais pas, du point de vue formel comme ça, m'exprimer sur un conflit à l'intérieur du parti entre deux personnes que je connais très bien. Mais je dis, cela ne nous empêche pas de voir, en termes d'analyse, quelles sont les racines et quelles sont les conséquences de cette situation-là. Alors, si parmi les téléspectateurs, il y en a qui seraient choqués par ce que j'ai dit qu'il y a l'UPC Bamileke et l'UPC Bassa, je dis ce serait vraiment dommage. Pour moi, cette catégorisation-là ne voulait pas tribaliser le débat, mais était essayer de faire ressortir des catégories d'analyse. Parce que je me rappelle de quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'au moment, nous étions au Lions Club, et cette nuit-là, le débat portait sur le blocus Yaoundé. Et moi, j'ai pris la parole, j'ai dit non. Un blocus, c'est un acte de guerre. Nous ne sommes pas venus ici pour déclarer la guerre. Parce que la guerre, c'est 3 étapes. L'embargo, le blocus et le coup de feu. Là, quand on décide que la coordination va venir faire le blocus Yaoundé, ça veut dire que nous déclarons la guerre. Si vous votez cette résolution-là, nous autres, on va quitter la salle, on va créer un autre courant qui est un courant modéré. Pendant la soirée, la nuit, nous nous sommes retrouvés pendant le break chez Ndam Joya. Je me suis rapproché de Dika, le prince Dika, qui était président de l'UPC. Je dis, prince, l'histoire là, que les radicaux, parce qu'on avait débarqué de la conduite des travaux, pour mettre en place un ultra-radical qui est mon frère Yondo Black. C'est mon frère. Il sait de quoi je parle. J'ai dit que cette histoire de blocus Yaoundé là, je ne peux pas accepter ça parce que ça veut dire que vous allez venir déclencher la guerre ici à Yaoundé. Les autochtones de Yaoundé, s'il faut le dire ainsi, vont dire que les Anglo-Bamis sont partis de chez eux pour venir nous faire le blocus dans notre ville et la guerre civile va commencer tout de suite. Je crois que pour éteindre cela, il faut que nous en démarquions. Alors, moi, je souhaiterais que nous engagions cette démarche, nous sommes prêts à engager cette démarche derrière l'UPC. Et vous savez ce que Dika m'a dit? Paix à son âme. Il m'a dit, vous savez, président, moi, je gère quelque chose de très délicat du PC. J'ai mes 2 tendances. Il y a une certaine tendance. Si j'essaie de faire un mouvement tendant à ramener la coordination au centre, l'autre tendance là va complètement me stigmatiser. Et d'ailleurs, on n'a pas eu à attendre. La semaine d'après, le Brice s'est mis à courir qu'il est allé en Vomekak pour rencontrer le président Biya et c'était fini. Ok, d'accord. Alors ça c'est des catégories d'analyse. Nous ne voulons pas tribaliser. Mais quand on part d'un résultat de 36% comme celui que Frundi a fait en 1992, un résultat de 2% comme celui que Ouchi a fait en 2018, je crois, et on fait un constat. Vous ne prenez pas tous les paramètres. Il a parlé de guerre dans les zones anglophones. Vous connaissez beaucoup de... Une situation comme celle-là interpelle l'analyse. Je vous en prie. Une situation comme celle-là interpelle l'analyse, n'est-ce pas? Et dans la liste, chacun retient les variables ou les catégories qui peuvent être explicatives d'un tel résultat. Je vais rapidement dire quelque chose, M. Bouba. Le problème qui se pose là, c'est que c'est un mot que M. Bézigui a sorti et qui révolte quand même le représentant du SIF, ce qui est normal, parce que ne soyons pas quand même dupes, ne soyons pas aveugles, que lors de la dernière présidentielle, dans la Cour constitutionnelle, parce qu'un candidat avait sorti un mot, le camp d'en face s'est servi de ce mot et aujourd'hui on traîne encore ce mot
comme boulet. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne dire que quand on a sorti des mots, et qu'on trouve après, on brode autour des mots. Quand vous avez sorti le mot Bamileke, par exemple... Non, j'ai parlé de l'UPC Bamileke, madame, je l'assume. Il y avait une UPC Bamileke, une UPC Bassa. Vous a dit, n'amenez pas ce problème en termes de Bamileke. Et moi, je tiens donc à dire à M. anglophone qui était fédéralisé comme nous utilisons, que ce soit sur le plateau ou en public, ils nous reviennent souvent comme des boomerangs. Donc, aujourd'hui, respectons le SDF, qui a des problèmes peut-être internes, qui ne veut pas les étaler, et qui va les résoudre, et puis essayons de commencer à voir comment chacun dans son parti peut faire avancer son parti. Alors, Monsieur Denis, des lendemains meilleurs oui, c'est juste une simple vague. Oui, je suis très très confiant que le SDF va sortir très grandi, parce que, comme j'ai dit tantôt, ce débat-là, on entend ça parce que ça a débordé du cadre du parti, c'est dans la presse, parce qu'on fait les débats houleux chaque jour dans le SDF. On ne bloque pas les gens de s'exprimer au SDF. Le seul petit problème est qu'on s'est trompé de milieu de débat. C'est tout ce que je veux dire. Et je veux chuter en disant que l'honorable Joshua aussi, vice-président national du SDF, l'honorable Nietzsche Jean-Michel, président du SDF littoral. Ces deux messieurs sont des messieurs vaillants, sont de qualité. Ils peuvent avoir les idées divergentes, mais on a besoin de toutes ces idées. Certaines taxes aussi très modérées, proches des institutions. D'autres taxes, honorable Nietzsche, très radical, proche. Bien, merci. Voilà. Nous, au SDF, on a besoin de ça parce qu'on a besoin de ceux qui peuvent faire le lobbying auprès des deux camps. Parce que nous sommes en haut. Donc ce n'est pas comme si on a les institutions, le RDPC tient le pouvoir du Cameroun. On doit leur faire confiance. On doit qu'ils nous fassent confiance qu'on peut dialoguer. Parce que construire une nation, c'est un dialogue permanent. Qu'on peut dialoguer. Les autres partis qui sont de l'autre côté, on doit nous faire confiance qu'on peut dialoguer. Pour que si le SDF se pose dans une situation qui rassemble le Camerounais de tous les côtés, pour qu'on dialogue comme une seule nation pour évoluer. Ce n'est pas un problème. Donc, je suis d'accord, je suis très fier de honorable Joshua aussi, et honorable Nietzsche. Le seul problème est qu'ils ont porté leur débat sur la place là où publique. Il ne fallait pas. Ok, merci cher monsieur. On va donc marquer une pause pour retrouver notre invité supplémentaire, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moumouna Futsou, qui a donc bien voulu réagir sur la situation du plan triennal jeune et surtout le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. On écoute le ministre de la Jeunesse. Bonjour Bouba Gomna. Moi qui vous remercie, qui remercie Canal 2, médias citoyens, qui nous accompagne dans cette information de la jeunesse, la bonne information de la jeunesse. Et je crois que les jeunes qui sont accros à Canal 2 auront probablement appris quelque chose sur ce mécanisme et je les invite, et les autres internautes aussi, les autres téléspectateurs, à diffuser, n'est-ce pas, ces informations autour d'eux pour que les jeunes véritablement soient informés des dispositions gouvernementales en leur faveur. Voilà, merci au ministre Moumouna Futsou, au ministre de la jeunesse et de l'éducation civique. On en vient maintenant à la deuxième et dernière thématique consacrée à ce programme sur la désormais affaire dite affaire Mendozé, qui, on l'a pris à travers les réseaux sociaux, présidentielle, toujours dans les réseaux sociaux. On a vu une image peu reluisante du professeur à l'hôpital, dans son lit de malade. La question, je vous la pose en premier.
Où est passé le décret le décret dont on cherche à retrouver les traces sur la personnalité du professeur Gervais Mendoza? Le décret n'est pas encore là, il est invisible. Et vous devez certainement faire allusion à cette forte rumeur qui a embrasé la toile il y a quelques jours, qui relayait justement le fait que le professeur avait été gracié par le président de la République. Vous savez certainement qu'il y a certains de vos collègues dans une chaîne de télévision en face qui ont relayé l'information en premier et qui a été récupérée par d'autres confrères qui l'ont relayé sur la place publique. Tout le monde s'y est engouillé, mais la réalité est que l'information circulait déjà presque quelques heures avant que les réseaux sociaux s'y mêlent. Quelques sources très proches de la présidence de la République et qui avaient suivi de près quelques allers et retours du dossier du professeur Mendoza, dossier médical du professeur Mendoza, qui est toujours à l'hôpital central de Yaoundé, entre justement ce lieu sanitaire-là et la présidence de la République. Il semble, de ce qu'il en ressort, que c'est de là que la fuite, puisqu'il s'agit effectivement de ça, il faut appeler les mots, désigner les mots par leur nom, que la fuite serait partie. Alors, comment une information qui était encore dans la trame, qui était encore en cuisine, parce que vous savez que je suis aujourd'hui l'une des personnes, et je ne m'en cache pas, qui visite au moins 2 fois par semaine le professeur Gervais Mendoza, de par la proximité que j'ai avec l'homme et la proximité que j'ai avec certains de ses enfants. Et j'avais trouvé d'ailleurs dès le lendemain de cette rumeur-là que le professeur avait déjà l'information. Et d'ailleurs la famille également avait déjà l'information. Maintenant, s'agissant du papier en l'état, c'est-à-dire de l'acte en soi, on est toujours resté dans l'attente et nous continuons d'espérer, c'est d'autant plus que ceux qui ont entretenu cette rumeur entre guillemets là continuent de croire fermement que c'est certainement du fait de la fuite que l'information tarde à être officialisée aujourd'hui. Et même au sein de la famille aujourd'hui, on croit fermement que le fait d'avoir fait fuiter cette information-là rend aujourd'hui l'officialisation un peu difficile ou alors un peu différée. Mais des informations qu'on a et qu'on ne va pas toujours mettre sur la place publique maintenant, et rien ne se cachant sous le soleil, on espère que dans les prochains jours, on les dira de manière beaucoup plus formelle et publique, font état effectivement de ce qu'il y a, et je l'ai dit dans ma mise au point que j'avais faite dès le lendemain, après ma visite au professeur Gervais Mendoza, qui est là, il faut le dire clairement, qui est dans un état végétatif. C'est une loque humaine, ce n'est pas une insulte. Ceux qui ont voulu vérifier les faits, j'y ai amené quelques journalistes là-bas, comme votre collègue Jean-Bruno Tagné, qui ont vu, savent très bien qu'aujourd'hui, le professeur est dans un état de délabrement sanitaire avancé et il a besoin d'un acte allant dans le sens, effectivement, un acte humanitaire allant dans ce sens-là pour que, effectivement, ces jours, peut-être, qui sait, avec la grâce de Dieu, soient préservés. Je sors en disant que des informations proches, effectivement, d'un certain nombre de sources crédibles, qui sont soit familiales et même qui ont suivi le processus du dossier, sont toutes allées dans le sens de confirmer qu'effectivement il y a un acte, mais qui aujourd'hui est retardé parce que ayant fuité, ayant rapidement été mise à la disposition du public, et aujourd'hui on est là à attendre. Professeur Aboya Manasseh, est-ce qu'on peut dire que le professeur a été libéré par les réseaux sociaux et en même temps que la grâce présidentielle, et même l'évacuation sanitaire qui devrait être un acte administratif signé du président de la République, et cela répond également à des normes. Est-ce qu'au vu de ce qui s'est passé cette semaine, on peut dire que tout a été conforme à ces normes-là? Bon, à supposer que les informations que partage M. Boutou sont vraies, à supposer qu'elles soient vraies, et je souhaite même qu'elles soient vraies, je pense qu'il y a quand même un malaise de monitorer le décret du président de la République. C'est-à-dire que je ne sais pas si les humains, c'est-à-dire que les hommes du bas peuple comme nous, comme ça, nous avons la possibilité de monitorer
un décret du président de la République, quand on sait ce qu'on appelle décret, un acte exécutoire à caractère individuel ou collectif, qui est non négocié. Quand on dit c'est un décret, ça vient du mot discrétionnaire, ça veut dire qu'il ne demande l'avis de personne. Et ensuite, il est opposable au tiers, parce qu'il est publié, d'où la notion de la publication de l'acte administratif. Et c'est pour cela que chaque fois qu'on publie un décret, on dit il va être publié en anglais et en français au journal officiel. Et ce n'est que là qu'il est opposable au tiers. Quand il n'y a pas de publication de l'acte administratif, il n'y a pas de décret. En somme, ce qui s'est passé, c'était une rumeur dans les réseaux sociaux qui a contribué à aggraver la situation du professeur Mendoza. Donc, personne n'a le pouvoir de publier avant le président de la République un acte qui est signé de lui. Personne. Personne. Bon, les réseaux sociaux ont toutes les libertés, mais je dis que personne. Quand c'est publié dans les réseaux sociaux, sous l'onction du décret du chef de l'État, sans qu'on voie le support, c'est une rumeur. Si ce n'est pas une rumeur, c'est de la prophétie. Donc ceux qui ont fait ça, ont fait de la prophétie par voie télévisuelle ou par voie des réseaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas gérer les affaires de l'État dans les réseaux sociaux. Donc c'est inimaginable. Donc, moi, je pense que les gens même qui continuent à défendre ça ne rendent pas service au professeur Mendoza. On ne peut pas parler. Mais le calepin du président de la République est un calepin ultra confidentiel. Donc si les gens peuvent l'éplucher au point de le monitorer dans les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose de quasiment très compliqué. Odile Yogo, y a-t-il une volonté? Par exemple, on peut imaginer que quelqu'un aurait vu ce décret dans le pipe et a consulté en mettant ça, mais n'a pas pu avoir le document matériel, peut-être pour nuire. Mais ça rejoint ce que je disais dans le précédent sujet, que quand quelque chose est à huis clos et qu'on n'y est pas, on ne peut pas le commenter. Donc, à partir du moment où ce décret n'est pas dehors, comment on peut dire que le décret est là? Celui qui ne l'a jamais présenté. Donc moi, ce qui me fait problème dans le sujet Mendoza, c'est que c'est un beau gâchis pour le Cameroun. Vous savez, une personne comme celle-là, parce que M. Mendoza est quand même né un 25 décembre 1944, et donc il était prédestiné à chanter les louanges. Donc voilà quelqu'un qui a chanté, qui a été quand même auteur de plusieurs œuvres littéraires, théâtrales, musicales. Voilà quelqu'un, un haut cadre de l'administration qui est parti du MINDUP après 2 doctorats quand même. Il a quand même eu 2 doctorats à l'université de Bordeaux sur la stylistique et la grammaire française. Voilà quelqu'un qui a gravi tous les échelons de la République, c'est-à-dire qu'il est parti de chargé d'études au MINDUP pour finir ministre délégué à la communication, en passant par chargé à la présidence et puis même directeur de la CRTV, ce qui lui apporte des problèmes. Donc c'est vraiment du beau gâchis. C'est du beau gâchis dans le milieu universitaire, dans le milieu religieux, même dans la société. Parce que le problème de Mendoza aujourd'hui fait problème pour moi parce qu'on est face à l'humanisme et à l'ascension. Est-ce que c'est humain de le relâcher parce qu'il est malade? Mais est-ce qu'il faut relâcher quelqu'un qui est malade alors qu'on l'a condamné? Ça, c'est un gros problème. C'est là le dilemme. Alors moi, qui suis du crack, parce que nous, le crack, c'est les valeurs morales, je suis un peu embêté parce qu'on disait Bernard Dionga était puissant et tout, mais il était aussi humain. Mais maintenant, moi, je suis la fille de Yogo Ntonga, le régisseur de la prison qui a créé Kondengui. Donc moi, je tiens du sang de quelqu'un qui a contrôlé le président Ahidjo, qui lui a dit présentez vos papiers lors d'un contrôle routier, alors qu'il n'était qu'un gendarme routier. Il lui a dit présentez vos papiers, votre carte d'identité. Et on lui a dit, le président Ahidjo, que c'est le président. Il a dit non. C'est le président lui-même qui a dit que personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde doit présenter ses papiers. Et finalement, le président de la République lui a présenté les papiers en lui remettant sa carte de visite. Et lui a dit, vous venez le lendemain à la présidence. Quand il allait à la présidence, il a dit à sa femme, bon, je m'en vais, je ne reviens pas, ne soyez pas surpris. Mais quand il était dans le palais en train d'attendre, entre guillemets, sa dernière heure, le président Ahidjo l'a nommé régisseur de la prison centrale. Et en lui disant, vous êtes un modèle pour le pays, c'est des gens comme vous dont le pays a besoin. Donc quand je suis en face de vous et que je tiens ce côté humanisme et ce côté sanction, je me dis, en le gardant dans cet état, parce qu'on nous a parlé d'Alzheimer, mais quand on a l'Alzheimer, qu'on soit là, à droite ou qu'on soit à gauche, on ne sait même plus où on est.
Donc, il n'est plus conscient de là où il est, qu'il va faire 10 ans ou 25 ans, on ne le sait pas. Mais maintenant, si on le libère aussi, est-ce que c'est un modèle qu'on lance à la jeunesse pour dire que quand vous allez voler, vous serez malade? Parce qu'il n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs autres qui sont malades et qu'on ne va pas libérer. Mais la grâce présidentielle est dans la Constitution. Alors, il y a quand même des règles, il y a des codes qu'il faut respecter pour gracier quelqu'un. Maintenant, si le président, par extraordinaire, ou bien par envie, ou bien par humanisme, le gracie, on va dire qu'il a privilégié par rapport aux autres. Et s'il ne le gracie pas, on va dire qu'il est inhumain. Vous voyez que si nous sommes dans les dilemmes, imaginez un peu ce que lui, le président, a comme dilemme face à cette situation. Alors, M. Dedi, sur cette question, justement, le dilemme, quand on sait que Mendoza, même s'il est gracié, même s'il obtient une grâce présidentielle et qu'une autorisation d'évacuation sanitaire, on dira que c'est pas de trop parce qu'il ne sera pas le seul dans cette posture. Oui, mais avant de... vous m'excusez, avant de répondre à votre question, je reviens sur ce qu'on a dit ici, que peut-être le décret du président de la République pour lui gracier n'est pas encore officialisé parce qu'il y a eu un fut. Je veux dire que je ne sais pas comment on prend les actes du président de la République comme un mythe dans une république. Je suis les autres pays. Quand un président de la République va prendre un décret, ce qu'on appelle en États-Unis un executive order. Quand il veut prendre ça, il y a beaucoup de commentaires. Les gens connaissent même avant. Donc ce n'est pas comment il a trahi. On veut prendre ça ici comme si c'est une trahison qu'on a annoncé ça avant que ça se passe. Même dans la formation de gouvernement, dans le pays moderne, on connaît déjà, on parle même déjà les gens qu'on va les nommer au gouvernement avant même que le décret sorte. Alors, mais là, si ce acte n'existe nulle part, c'est une vue de l'esprit, les gens ont créé cela. Non, mon problème est ceci. Également, on peut aussi s'interroger sur, Monsieur Bouba, sur cette balle qu'on lance. Non, Monsieur Bouba, mon problème est ceci. Que de dire que ce n'est pas officialisé parce qu'il y a eu un fut. C'est-à-dire, on a déjà préparé, mais comme c'est un crime que les gens savent ça avant que ça sorte, c'est ça que je dis que c'est un peu... ça ne nous honore pas. Et bon, je voulais d'abord mettre mon préoccupation sur ça. Et deuxième chose que je veux dire, que quand je vois le cas professeur Jérémy Mendoza, si ça arrive que la gracie, on va le gracier. Si ça arrive comme ça, bon, je souhaite parce que c'est un acte humaniste. Mais oui, mais quand je regarde d'autres cas, comme madame a bien précisé, je me rappelle qu'il y a un anglophone qui est mort à l'hôpital avec les chaînes sur le lit. Sa situation était grave, mais il était toujours enchaîné jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Je ne sais pas si à cause des maladies on va gracier Jérémy Mendoza parce qu'il est un citoyen camerounais plus que les autres anglophones que je voulais parler. Ça, c'est des images qui ne montrent pas bien notre pays. Et vous avez parlé aussi de l'évacuation sanitaire. Pourquoi chaque fois que les gens tombent malades, surtout les personnalités, oui, c'est ailleurs qu'on les soigne. On aurait dû les soigner à l'état général. Oui, on les soigne. Donc ça veut dire que nous, les bas peuples comme ça, nous ne sommes pas des citoyens. L'évacuation sanitaire, c'est encadré par... C'est des choses comme ça. Oui, mais... Pourquoi on ne peut pas, le plateau technique, pourquoi on ne peut pas faire le plateau technique adéquat dans nos pays, que tout le monde se soigne dehors par l'argent des contribuables, alors qu'on pouvait utiliser cet argent là pour bien équiper les hôpitaux. Alors, Sa Majesté. Oui, alors je pense que du mal on peut tirer du bien. Je crois que le cas du professeur Mendoza nous interpelle et peut nous permettre d'ouvrir une fenêtre dans la vie judiciaire dans notre pays. Parce qu'il faut dire quelque chose, de notre point de vue.
c'est un cas qui devrait nous amener à moderniser et à humaniser notre justice. Moderniser et humaniser notre justice. Et humaniser notre justice veut dire quoi? Et rendre au pouvoir judiciaire ses prérogatives. C'est créer une instance judiciaire qui serait, on appelle ça, un tribunal de... C'est le juge d'application des peines. Le juge d'application des peines. Et c'est cette instance judiciaire qui apprécie, après une condamnation, dans quelles conditions un prisonnier purge sa peine et décide, pour des raisons qui peuvent être des raisons sanitaires ou bien des raisons de bonne conduite du détenu, il peut décider à tout moment de le faire ou de le libérer. Ça fait que c'est une décision qui reste dans le couloir du pouvoir judiciaire, les juges d'application de peine. Il y a même une double juridiction sur ce couloir-là. Il y a un tribunal de première instance et un tribunal de seconde instance. Parce que ce n'est que de cette manière que l'on permettrait que des décisions souveraines de la justice, au bout, puissent être suivies par la justice et que, disons, le pouvoir politique n'intervienne pratiquement pas. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, on met en vérité le président devant un dilemme. Hein? Qu'est-ce qu'il faut? Quelqu'un pourrait lui dire, mais monsieur, vous empiétez sur notre justice, ainsi de suite. Alors que par un acte de modernisation de la justice, une instance qui existe dans beaucoup de pays, en France, aux États-Unis, ainsi de suite, où quelqu'un, après 10 ans, condamné à 10 ans, après 5 ans, le juge, il fait une demande et le juge apprécie si oui ou non, il peut être libéré sous condition. Oui, il y a des conditions. Je vous interromps. Oui. Même aux États-Unis, il y a le gracier présidentiel. Oui, non, je ne dis pas que la grâce ne devrait pas exister. L'instance du juge d'application des peines n'exclut pas l'application de la grâce pénitentiaire. Mais au moins, ça permet déjà que les magistrats restent maîtres du processus, notamment de l'exécution de la peine. Premier point. Deuxième point, je parlais d'humanisation. Moi, j'ai un certain âge déjà. Et je suis très surpris et je me demande dans quel état d'esprit ils sont, parce que beaucoup de ces gens qui sont en Koningui sont de ma génération. Beaucoup. C'est des anciens camarades de fac ou autres. Alors, et j'estime que... Est-ce que vous avez détourné comme eux? Non, vous permettez. Il n'y avait pas le... Vous permettez. Non, je voulais dire ceci. Je pense qu'à un certain niveau, à un certain âge, le fait même déjà d'être condamné est déjà une peine suffisamment avilissante. Oui. Et il ne justifie pas, 70 ans, 75 ans, c'est vraiment avoir une peine à purger de 20 ans de prison et on vous envoie dans un pénitentiaire me semble vraiment relever la pure torture. Mais si vous avez commis un délit, mais vous permettez, oui, non, mais d'accord. Vous ne pouvez pas, peu importe l'âge. Vous permettez, non. Si vous respectez votre âge, évitez aussi certaines choses. Non, vous permettez, non. C'est une question de privation de liberté et de mouvement. Alors, est-ce que, humainement parlant, au lieu de garder quelqu'un dans un hôpital, en sachant qu'il a des déplacements limités, il ne vaudrait pas mieux de dire l'assigner à purger sa peine chez lui, je reviens à la modernisation, peut-être en lui saignant un de ses colliers magnétiques, parce qu'il faut quand même qu'on se demande à la fin, est-ce que la forme sous laquelle est appliquée une sanction permet de préserver l'humanité et la dignité des personnes. Moi, dans les jours qui viennent, et je te parle, dans les jours qui viennent, je vais demander à être reçu par le ministre de la Justice. Également, je vais rapprocher des présidents de 2 ou 3 partis qui sont représentés à l'Assemblée pour leur soumettre un projet de loi visant notamment à instaurer une instance judiciaire qui serait chargée de l'application des peines, tant en ce qui concerne la durée, la limitation et même des considérations qui peuvent être prises en compte, qui pourraient faire que les lieux de détention d'un certain nombre de personnes puissent être modulés ou modéré. Parce qu'envoyer quelqu'un de 78 ans en prison pour 20 ans ne me semble pas du tout être bénéfique. Mais en revanche, l'assigner à résidence chez lui et à lui intelligent. Il boit du vin, alors qu'il a détourné. Non, à l'heure actuelle, à Koningui... Les valeurs morales. À l'heure actuelle, vous permettez, madame, moi je ne vais pas pleurer que vous m'avez interrompu. Bon, à l'heure actuelle, ce sont les mêmes positions qui prévalent à
à Kondegui. Au bout de ligne, je pense que nous devons, même si nous devons punir des personnes qui dans leur vie ont failli, nous devons quand même rester humains. Et ne pas un jour tomber dans ce qui peut être considéré comme étant, il pourrait être assimilé à des crimes contre l'humanité. Les gens croient que quand on dit crimes contre l'humanité, c'est qu'on a voulu détruire le monde entier. Okay, non, c'est le respect de l'humanité que on vous a compris. S'il vous plaît. On vous a compris, Sa Majesté. La dernière question à vous sur ce sujet avant de prendre aussi l'avis du professeur Aboya. Depuis la folle rumeur de cette grâce présidentielle où se trouve le professeur Mendoza, est-ce qu'il est toujours dans le même centre hospitalier? Est-ce qu'il est déjà en mouvement de quelqu'un qui pourrait éventuellement bénéficier d'une liberté, ou alors il est sur un processus d'une évacuation sanitaire? Le professeur se trouve toujours à l'hôpital central de Yaoundé. Je crois qu'on lui a juste changé de chambre parce qu'il y a des inconnus qui se retrouvaient là sans qu'on ne sache comment ils se sont retrouvés et prenaient des images avilissantes de lui pour les balancer sur les réseaux sociaux. Et donc le personnel sanitaire a jugé utile de changer de local au professeur Mendoza, qui n'est plus la chambre que tout le monde a fait, qu'il occupait depuis près d'1 an aujourd'hui. Il est dans le même bloc, mais il est toujours dans le même hôpital. Je pense, pour sortir, pour embrayer sur ce que développait la Majesté Bézigui, qu'effectivement je m'inscris totalement en accord avec lui quand il parle d'un processus d'humanisation de nos prisons aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la Cour suprême est considérée comme un mouroir de dossiers. Il y a des gens qui attendent d'être jugés par la Cour pour avoir un jugement définitif pendant 15, 10 ans. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont... Le professeur Mendoza, pour ne prendre que son cas, est encore en attente de jugement définitif, alors nous parlons au niveau de la Cour suprême du Cameroun. Et donc, ça fait que son cas est extrêmement délicat. Parce que dans son dossier, où il se retrouve avec beaucoup de complices, il y en a aujourd'hui dont les jugements sont suspensifs parce que la Cour suprême n'a pas prononcé un jugement définitif. Et vous voyez un peu dans quel état d'esprit ces gens-là se retrouvent aujourd'hui à Kondegui. Beaucoup m'ont écrit, m'ont appelé pour me dire, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la Cour suprême aujourd'hui n'a pas, je ne sais pas à quelle fréquence il travaille de ce côté-là, mais c'est beaucoup de peine pour ces gens-là. Et de l'autre côté, je voudrais répondre à mon ami de la communication du SDF pour lui dire que non, j'ai bien connu le détenu anglophone dont vous évoquiez l'image pathétique tout à l'heure, parce que j'ai été en prison avec lui, je connais, c'était un ami, et c'est douloureux. Mais je voudrais également que s'il faut s'embrayer dans ce cas-là, il faut également convoquer d'autres cas, d'autres antécédents. Le cas du Noni Ephraim, par exemple, c'est quand même un anglophone. Il a bénéficié de la magnanimité du président et aujourd'hui se retrouve à l'étranger pour suivre, pour bénéficier d'un traitement, j'imagine, qui est en train de le relever parce qu'on a des nouvelles assez bonnes de ce côté-là. Donc, nous postulons pour que cette mesure de grâce-là soit effective. Dans la mesure où, effectivement, comme disait le professeur Aboya, le président de la République a cette autorité-là que lui confère la Constitution. Et il peut, dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, où il y a beaucoup de tensions politiques, où il y a une crispation politique, tout le monde est tendu, apaiser les esprits en prenant des actes forts comme cela. Et le décret est justement un de ces instruments-là qu'il peut mobiliser pour calmer les tensions. Beaucoup, comme disait la dame, beaucoup aujourd'hui sont en détention. Ils sont dans nos institutions sanitaires. Mbara, Olangena, Guinéfa, tout ce monde-là, ils se retrouvent aujourd'hui dans les institutions sanitaires. Oui, mais je voulais dire à monsieur... S'il vous plaît, pas tous à la fois, professeur Aboya, Manassé, quelles peuvent être les conséquences d'un tel acte si effectivement le décret était avéré, c'était dans le paille? Bon, si le décret était avéré, ça voudrait dire que désormais, les gens vont commencer à suivre leur décret. Ça veut dire qu'on a ouvert la piste de monitorer la circulation d'un décret de l'hôpital jusqu'à la signature, de la signature jusqu'à la publication à la radio. Je ne sais pas, ça va même être filmé. Il y aura une caméra même qui va suivre
l'avancée de la voiture de l'hôpital vers le palais des Tout-Petits. Autrement dit, y a-t-il un désir de vouloir forcer la main au chef de l'État à signer ce décret qui n'a pas encore été signé et qui n'existe pas du tout? Et c'est pour cela que je m'interroge sur la nécessité de faire fuiter une information au lieu d'attendre une fois simplement que le décret soit signé et puis le brandir au même public. Je crois que est-ce que c'est démonstratif? Est-ce que c'est la naïveté? Est-ce que je ne sais pas. Bref, c'est très complexe. Je ne peux pas imaginer que ce soit les proches du concerné qui aient pu faire autant de mal à leurs propres parents, si cette information était vraie, justement. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que c'est un précédent que l'opinion publique attend. On va voir s'il y aura décret ou non. Pour l'instant, ça demeure une rumeur qui a été entretenue par les médias précis et par les réseaux sociaux. Or, une information qui n'est pas publiée officiellement dans les médias d'État, dans le journal officiel en français et en anglais, n'est pas opposable au tiers, donc doit être considéré comme inexistant. On termine avec cette image de la semaine, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, Francis Ngannou, champion du monde poids lourd, victoire par KO face au tenant du titre, Miocié, au second round. Le Camerounais de la MMA prend donc ici sa revanche et devient le nouveau champion du monde de sa catégorie. On regarde un peu cette image-là, en image déjà, avec ce Camerounais qui devient ainsi le champion du monde. C'est terminé, malheureusement. Avec vous, un dernier mot? Juste un dernier mot pour dire que quand vous allez dans des cimetières, vous trouvez des tombes avec des chaînes. À l'époque, quand quelqu'un était condamné et qu'il mourait, même si c'était à l'hôpital, on mettait des chaînes pour signifier que ce personnage a été condamné. Et même s'il faut aujourd'hui qu'on évacue ou qu'on sorte quelqu'un, il faudrait un signe qui marque que cette personne a commis un acte qui doit être sanctionné. Donc on ne dit pas qu'il faut le laisser mourir, mais il faut lancer un signal fort parce que ce sont les privilégiés de la République. Combien de gens sont ministres dans ce pays? Il y a combien? Et quand on a la chance d'être choisi, d'être un élu à qui le chef de l'État fait confiance, c'est quand même dommage de les décevoir. Merci, cher monsieur Sa Majesté, merci d'être venu. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Également vous, monsieur le responsable de la Majesté. Merci au professeur Aboya. Maintenant, il me reconnaît. Finalement, Sa Majesté se rappelle de qui est donc Madame Odile Yogo. La première diffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 23h30. La seconde, ce sera demain, lundi, quand il sera à 23h. Madame, monsieur, ne l'oubliez pas, quoi qu'il arrive, surtout gardez le sourire. Bien le bonjour.